Salut Lirza. Salut Coraline. Ça va? Ça va bien, et toi? Oui, ça va bien, merci. Bienvenue chez les Poissons sans bicyclette. Merci. Aujourd'hui, dans cet épisode, proposé par toi, Coraline, nous allons parler de ces relations de couple hétérosexuels monogames qui deviennent toxiques, connues dans la culture populaire comme les relations toxiques. On avait l'impression que quand ce thème est abordé, la discussion va assez vite, soit du côté des violences conjugales, qui est un thème très très important, ou alors du côté du oui, mais toute relation est particulière, ça c'est un cas particulier, et puis sans vraiment qu'on y voit des aspects systémiques en fait. Nous, aujourd'hui, on aimerait parler de ce que nous voyons comme une gigantesque zone grise, où il y a le spectre des relations toxiques non violentes, avec des degrés différents de toxicité, et où, dans le schéma du couple hétérosexuel cis, ce sont souvent les femmes qui sont les victimes. On va aborder ce thème en se basant principalement sur des expériences personnelles, enfin sur une expérience personnelle chacune, et on va tenter d'insérer ça dans des théories et des schémas qui ont été théorisés. Ça a un peu commencé aussi pour moi la réflexion là autour, et puis généralement en fait la réflexion sur le fait que j'ai été dans une relation toxique, quand une fois j'ai vu un TED Talk sur la violence conjugale fait par Leslie Morgan Steiner, une américaine qui parle en fait de son vécu de femme battue en fait. Moi quand j'ai vu pour la première fois ce TED Talk, ça m'a vraiment frappée, parce qu'il y a ce côté où je me suis vraiment reconnue dans certains schémas. Puis enfin je veux dire tout de suite, j'ai pas du tout jamais subi de violence physique, mais en fait j'ai une espèce de compréhension hyper profonde, genre une espèce d'empathie que j'ai pas forcément pour d'autres thématiques. Et que vraiment la violence conjugale, psychologique en général, c'est un truc, je comprends tellement. Et t'as ce côté en fait tu dis en fait je crois que je connais ce sentiment là. Je me suis dit vraiment ça fait résonner un truc en moi à me dire mais c'est peut-être un petit peu ça qui s'est passé quand même dans cette relation avant. Ça fait bizarre. Puis ce qui est intéressant en fait dans cette vidéo, c'est à quel point en fait je me reconnaissais dans le schéma du truc qui se passe. Ouais, parce qu'elle explique en fait le schéma de développement d'une relation, dans son cas violente, mais que nous on va transposer à nos exemples de relations toxiques. Et elle explique qu'il y a en gros 4 étapes. Il y a la première étape, c'est la séduction, où le membre qui dominera par la suite met la personne en face sur un piédestal et l'idolâtre en lui donnant l'illusion qu'elle contrôle la situation. La deuxième étape, ça va être la phase d'isolation, où on va isoler la future victime pour mieux la soumettre. Il y a la troisième étape, où il y a une introduction de menaces de violence. Et ensuite, il y a le cycle de violence qui commence. Et à travers ce schéma, en fait, qu'elle explique, elle élabore aussi en quoi, en fait, c'est ultra compliqué et complexe de quitter ces relations. Parce que des fois, les gens aussi ont un peu ce raccourci de se dire « mais pourquoi elle est pas partie ?» Puis t'es un peu là « mais en fait... » Ça commence pas du jour au lendemain. Tu te maries, t'es heureux et ton mec commence à te taper dessus. Il y a un processus, il y a une machine très bien huilée qui fonctionne là derrière. Moi, c'est ce que j'ai eu avec mon ex en fait. Disons que c'est vraiment lui qui m'a couru après. Ouais, cette personne qui t'idolâtre, qui te fait tellement de compliments que t'es incroyable, t'es une déesse. C'est l'autre qui dit je t'aime en premier, enfin ce genre de choses. Et ça te crée vraiment, en fait, ça te donne une sorte de confiance. Et puis après, il y a plusieurs autres trucs qui se passent comme l'isolation généralement. Ça peut venir à plein de niveaux. Moi, j'ai l'impression que c'est venu aussi en créant des conflits, par exemple avec ma famille, là où il n'y en avait pas forcément. Leslie Morgensteiner, elle a vraiment été isolée physiquement de sa famille en déménageant à un endroit hyper random pour son mari. Puis vraiment à plus avoir personne de point de repère. Mais c'est quelque chose qui se fait très couramment, en fait. Et puis après cette partie d'isolation, en fait, t'as vraiment la menace de violence qui commence. Et de voir un peu, genre tester, voir comment la personne réagit. Et ensuite, vraiment le cycle pur et dur de violence, quoi. Une fois que les personnes n'ont plus de ressources, parce que t'es isolé et parce que t'as commencé à avoir l'habitude. Ça me met un peu hors de moi ce truc où on demande tout de suite mais pourquoi t'es pas partie, parce qu'au-delà de tout ce que tu dis, une relation toxique et violente ne commence pas en claquant les doigts, il y a tout un processus, mais juste le fait qu'on court tout de suite pour poser la question et mettre un peu la faute sur la victime au lieu de dire mais qu'est-ce qui se passe avec ce mec et pourquoi il tape, c'est ça la première question à poser. Pourquoi des hommes tapent en fait sur leurs femmes? Je trouve que ça montre vraiment un manque de compréhension de la problématique que de dire ça. Souvent, si t'es isolé de ta famille, peut-être que t'as même dû quitter ton travail, t'as pas de plan B. Et au-delà de ça, même souvent, l'emprise psychique est beaucoup trop grande. Oui. Parce que tu penses que c'est ta faute et que tu le mérites. Et que là,
c'est le compliqué. dégât est profond. Ouais. Le dégât est très profond. Puis nous, on en parlait, puis Mona Chollet le dit dans son livre Réinventer l'amour, que en fait, la relation violente, c'est triste à dire, mais c'est une espèce de apogée du schéma de la relation hétérosexuelle. Ouais. Et nous, c'est un peu ce qu'on va dire aussi dans cet épisode, c'est qu'en fait, les relations hétérosexuelles, il y a quand même des schémas assez malsains dedans, qu'on continue de perpétuer en tant que société, Ouais. et si on les pousse à bout, ben c'est la violence. Mais en fait, Ouais. entre une relation super saine et idéale et entre la relation violente, il y a des millions de relations qui sont problématiques Ouais. et qui viennent du fait qu'on ne vit pas dans une société égalitaire et qui viennent du fait que les hommes sont éduqués pour être dominants et les femmes sont éduquées pour être en position de soumission. Et nous, on se rend compte qu'on a vécu quelque chose sur le spectrum. Moi aussi, sans que ce soit violent physiquement, j'ai été bien dans le spectrum de la relation toxique, quoi. Voilà, moi j'ai eu une relation qui a commencé avec justement, je me suis fait vraiment courir après, puis où j'étais complètement idolâtrée dès le début. Et ça donne vraiment ce côté d'illusion, en fait, d'être un peu au-dessus, parce que surtout au début des relations, c'est quand même beaucoup un jeu. Enfin, maintenant, je pense que si j'étais célibataire, je ferais les choses beaucoup plus honnêtement. Mais à 17-18 ans, ça reste un petit jeu de pouvoir aussi. Je me fais désirer, tu te fais désirer, C'est ça. tu me cours après, ouais. C'est un peu ça, parce que tu te balances pas l'entier de ta personnalité à une personne dès le départ. Puis ouais, du coup, moi, j'avais vraiment ce sentiment d'être un peu celle qui avait un peu la main, quoi. Pour moi, c'était aussi au niveau d'avoir quelqu'un qui se confie très rapidement. Ça me donne un sentiment de vulnérabilité de l'autre, en fait. Il a voulu se montrer vulnérable avec moi. Du coup, tu te sens spécial. Du coup, tu te sens spécial. Ouais, tu dis, il m'a choisi moi pour montrer Ouais. son côté vulnérable. Ouais. La chute n'est que plus haute après, quoi. Toi, t'as eu un peu un truc comme ça. Bah, pareil, genre, t'as commencé à me raconter ça, j'étais là, mais je comprends exactement ce que tu veux dire. Ouais. Moi, la relation dont je voulais parler, justement, c'est quelqu'un, comme tu dis, il a commencé à me courir après. C'est un cas où c'est un peu marrant. Il m'a un peu eu, entre guillemets, à l'usure au début. C'est que j'étais attirée par lui. Hein. Le gars était trop intéressé. Et c'est ça, il était vraiment, comme tu dis, m'a couru après, insistant. J'étais la plus belle, la plus intelligente, la plus intéressante. Je pense aussi il y a eu des instances, comme tu l'as décrit, où il me racontait un peu des choses intimes, vulnérables, machin. Je voulais justement parler du fait que... On parlait du fait de séduire et d'idolâtrer la femme comme la première étape d'une relation toxique, mais est-ce que c'est pas juste la première étape de toute relation hétérosexuelle, quoi? Et c'est comme, encore une fois, de Mona Chollet dans Réinventer l'amour, elle part du pervers narcissique, du profil du pervers narcissique, puis elle dit... pervers narcissique ou enfant sain du patriarcat. Ouais, cette phrase, elle est vraiment... Elle est incroyable. Je suis là, ouais. Ouais. Et moi, je suis là, genre, relation toxique ou relation saine du patriarcat. Ouais. Et c'est comme tu dis, j'ai l'impression que tellement on vit pas dans une société égalitaire, on sait que les hommes ont beaucoup plus de pouvoir, beaucoup plus de privilèges, beaucoup plus d'argent, tout ça, qu'en fait, quand un homme commence à te séduire, il te séduit avec... tout ce qu'il y a de bon pour lui, entre guillemets. Il te donne beaucoup de prestige, beaucoup de pouvoir, il te met sur un piédestal, donc il te met au-dessus de lui, et toi tu dis, ah, ça va être différent. Alors qu'en fait, dans une relation saine et égalitaire, le but c'est qu'on se connaisse, c'est qu'on crée une connexion. Il faut pas qu'il y en ait ni l'un ni l'autre au-dessus de l'autre, en fait. Ouais, c'est ça. Du coup, toi, tu te fais avoir, t'as l'impression que cette relation va être différente, on va les deux se respecter, s'aimer, tout ça. Tu sais, il y a ce mythe de la séductrice, les sirènes, tout ça. Ouais. Mais le mythe du séducteur, on en parle plutôt en mode le Don Juan, le Casanova, mais il y a vraiment la pure séduction de « viens ici, ça va être trop beau pour toi ». J'ai l'impression que ça se fait juste pour que la domination du mec soit d'autant plus douce et délicieuse après, quoi. Parce qu'il aura réussi à séduire une meuf, donc incroyable. Pour ça aussi qu'on nous met sur le piédestal, regarde comme elle est incroyable. Et après, quand on va la dominer, la victoire va être d'autant plus belle, en fait. Il y a un côté très liaison dangereuse, quoi. Genre, je prends quelqu'un, je prends une femme et je vais la ruiner, en fait. Plus elle est incroyable, plus je vais être fort plus à la elle fin. a un statut incroyable et ça va être une délicieuse victoire, quoi. Ça veut pas dire que c'est conscient chez les hommes, mais tel est le schéma, en fait, qu'on reproduit. Ouais, moi, c'était un peu bizarre parce que c'est quelque chose, ça s'est terminé vraiment il y a très très longtemps, hein, cette histoire. Mais ça me marque, en fait, toujours. Enfin, c'est difficile moi à aussi, dire. c'est vieux. Parce que tu te dis, bah, en fait, ça s'est terminé il y a clairement plus que 10 ans, mais j'y pense toujours régulièrement. Et j'analyse d'autres trucs différemment. Il y a plein de rôles que j'ai dû jouer où j'étais vraiment un peu la cool girl. C'est ce rôle, en fait, que toi et moi, on s'est sentis obligés à un certain âge de jouer la fille cool, qui est genre différente des autres filles. Mais moi, j'ai par exemple typiquement eu ça avec mon ex, où en fait, on s'est mis ensemble
Et en fait, il a quitté son ex avec qui il était depuis, je sais pas, 2-3 ans, qui à l'époque, c'est toute une vie. Le début de cette relation a commencé sur le fait qu'il a quitté son ex pour moi, en gros. Donc déjà là, toi, tu commences en position de domination. Moi, en je fait. suis en domination ultime, quoi, parce qu'en gros, il l'a quitté pour moi. Enfin, genre... Je dirais, en fait, vraiment, les 6 premiers mois de notre relation ont vraiment été cool pour moi. On s'entendait super bien, c'était quelqu'un avec qui j'adorais discuter, c'était vraiment, vraiment une cool relation. Mais en fait, je savais pas du tout, mais il me trompait tout le temps. Dès le début, il t'a trompé, en fait. Je crois, ouais. Et puis ouais, c'est petit à petit, des trucs qui viennent. Effectivement, c'est lui qui me dit qu'il m'aime en premier. Et en fait, après, ça se dégrade sur certains niveaux, en fait. Il me donnait souvent son avis sur les gens autour de moi. Enfin, souvent, ils étaient pas à son goût, quoi. Ouais, je traînais avec beaucoup de mecs, moi aussi à l'époque, parce qu'encore une fois, j'étais une fille cool. Et puis, du coup, ça lui plaisait pas non plus. Et puis, j'ai l'impression que c'était un peu une période où, voilà, ben, ça va pas forcément bien avec tes parents. Et j'ai un peu l'impression que lui, ça a été la personne qui a pu profiter de cette brèche. Il a augmenté les conflits à mort. À vraiment me dire comment je devrais me comporter, puis faire des trucs. J'ai l'impression qu'il était pas compréhensif sur la relation que j'avais avec mes parents. Il voulait, en gros, que je vive un peu ma vie comme lui, c'est-à-dire où il cause pas à ses parents, puis qu'il vit sa vie. En fait, ça, c'est l'isolation, clairement, quoi. C'est ça, c'est pour ça que moi, je pense qu'il y a ce côté isolement où, en fait, assez rapidement, il a créé des conflits là où il y en avait pas, et puis que ça m'a isolé de gens. Plusieurs fois, par exemple, je lui ai parlé aussi d'amis, et puis qu'il les trouvait pas corrects, et puis en même temps, je l'ai pas forcément écouté, mais en même temps, ça reste là dans ta tête, tu vois, genre, ça veut dire que si ta pote, que ton mec du moment dit, je trouve pas que c'est quelqu'un de bien, puis qu'il y a je sais pas, un mini conflit avec cette pote, t'es un peu là, ah ouais, mais en fait, il avait raison. Enfin, petit à petit, tu vois, ça te touche quand même. Surtout quand c'est quelqu'un qui est, pour toi, une des personnes les plus importantes, tout d'un coup. En tout cas, il a bien semé les graines. Si la relation avait duré plus longtemps, l'isolation aurait continué, sûrement. Ouais, c'est sûr. Puis aussi, le truc, il me comparait tout le temps à son ex. Mais moi, justement, enfin, pas seulement pour jouer mon rôle de fille cool inconscient. Je comprenais, parce que pour moi, ça me semblait bizarre. Je me suis dit, ça doit être trop difficile de quitter quelqu'un comme ça, et puis avec qui t'as passé autant de temps. Mais qu'en même temps, il m'en parlait souvent, et que j'avais l'impression que c'était un peu un test en fait, genre comment tu réagis un peu. Mon ex était jalouse, toi t'es jalouse, tu vois, on va voir. Toi tu te sentais du coup obligée d'adapter ton comportement pour pas être comme son ex, quoi. Après j'ai vraiment l'impression que spontanément j'étais pas comme ça, mais la pression était là. En gros vraiment j'avais l'impression d'être un peu scrutée sous un microscope en mode et si je lui rajoute ça, qu'est-ce qui va se passer? Parce que moi j'étais un peu là, enfin si t'es avec moi c'est que t'as envie d'être avec moi, je veux dire si t'as envie d'aller voir ailleurs quand ça fait 6 mois qu'on est ensemble, enfin je suis désolée, c'est pas moi le problème. Ouais, non c'est clair. Puis des trucs qui faisaient vraiment hyper bizarres, genre je dormais chez lui, son réveil sonne et puis avec son téléphone il pouvait mettre des images avec les réveils et puis c'était genre une photo du décolleté de son ex, quoi. Voilà, mais ça faisait des mois qu'on était ensemble, hein, donc ça faisait des mois qu'il se réveillait avec ça puis qu'il se disait pas il est temps de changer. Et genre je le confronte puis il est un peu là, ouais je vais changer. Ce genre de truc où je suis un peu là, mais tu sais très bien que tu devrais pas faire ça. Parlons même pas de l'objectivation qu'il fait de son ex, quoi. Non, parce que c'était vraiment juste ses seins, quoi. Enfin c'était oui, c'était un peu dramatique. Mais justement c'était aussi un truc où finalement moi malgré tout ça m'a fait complexer parce que à l'époque j'étais pas enceinte comme maintenant. Oui. Donc tu es enceinte. Tu le dis au podcast. C'est ça. Je suis un peu en mode yay. Disons, je suis enceinte. J'ai des seins de femme enceinte. Mais à l'époque, ça n'était pas du tout le cas. Moi, j'ai vraiment une toute petite poitrine et son ex avait justement une poitrine plus généreuse et j'en avais déjà entendu parler en long, en large et en travers. Oh là là. Ce qui est déjà un peu bizarre. Que c'est des trucs genre lol, je parle de ça avec mes potes. Sauf que moi, je suis là quand t'es avec tes potes. C'est exactement. Pourquoi toi, t'en as entendu parler alors? Je devrais pas entendre parler. C'est typiquement le genre de truc où je pense beaucoup de gens auraient tendance à dire non mais boys will be boys et puis c'est des ados. Mais c'est pas ok du tout. L'objectivation qu'on fait aux femmes, c'est très sérieux en fait. De commencer vraiment à vraiment ne pas voir la personnalité des gens mais juste leur corps, c'est vraiment très nocif mentalement. Et enfin moi je vais en parler après parce que j'en ai vraiment un peu payé les frais niveau santé mentale. Et c'est pas drôle en fait. C'est quoi cette histoire que tu parles que des seins de ton ex et puis tu compares mes seins à ses seins ou implicitement c'est fait et moi du coup je complexe sur mes seins. Enfin c'est dans quel monde dystopique on vit, quoi. Ouais, vraiment en fait. Puis il y a pas d'équivalent inverse, j'ai l'impression. Franchement et même l'obsession des tailles de pénis, ça vient plus des hommes que des femmes. C'est qui se comparent leur truc. On lâche comme ça hein, mais si jamais c'est plus les becs qui font. Nous on n'arrête pas de dire on s'en fout de la taille et vous voulez pas l'entendre. Ouais, c'est clair. Ce qui est drôle pour moi, c'est que j'ai vraiment été dans cette relation, pour moi d'une manière saine en fait, à me dire on sort ensemble, genre on a une relation, enfin un espèce d'engagement l'un envers l'autre. Pour moi c'est normal, tu vois, qu'on est honnête un minimum. C'est normal que tu aies de l'empathie pour lui parce qu'il a quitté son ex. Oui, et puis que je me dis t'es avec moi parce que bien sûr que tu me trouves jolie, mais tu me trouves aussi super fun, on passe des moments cool ensemble parce que tu me respectes, et pas parce que je vais être un faire-valoir en fait. Que
Comme je t'ai dit, dans mon cas, moi j'avais l'impression qu'il m'a un peu eu à l'usure. On a passé 3 mois ensemble au début, qui était plutôt sympa. Et moi, si je suis entièrement honnête, j'aurais dû et je voulais le quitter au bout de 3 mois. Pour moi, c'est ça, c'était une relation sympa de 3 mois. Ça pouvait pas aller plus loin que ça. Ouais. Et en fait, je me rends compte que j'avais pas les outils de le quitter. Ouais. Et ça, je pense, c'est un problème clairement genre d'éducation, un problème massif d'éducation qu'on a en tant que femme. Et moi, ce que je vivais en tout cas à l'époque, c'est que je culpabilisais trop, j'avais comme presque trop d'empathie pour le fait qu'il allait souffrir le jour où je le quittais. Ok. Et en fait, c'est aussi dit spécifiquement par lui que genre, si notre relation cassait, pour lui, ce serait un sentiment d'échec. Ça parle tout de suite du fait d'être un trophée et d'être une réussite, alors que t'es juste censé avoir une relation saine, normalement, avec la personne. Et il me faisait pas mal d'affirmations du type qu'il serait trop mal, en fait. Donc tout d'un coup, moi, je me sentais vraiment comme si j'avais pas le droit de le quitter, parce que j'étais responsable de son bien-être. Ce serait vraiment horrible de lui faire subir ça, en fait. Et je me rends aussi compte d'un truc, c'est que, en tant que femme, cis, j'ai vraiment été éduquée. La relation avec le mec, c'est un peu genre le centre de ta vie et surtout ta responsabilité. Cette espèce de sentiment que si ça va mal, c'est toi qui n'as pas pu faire comme il faut les choses. Moi, j'ai même des flashbacks de discussions que tu as avec des potes femmes quand tu es un peu ado ou jeune adulte. J'exagère un peu, mais pas très loin de mon cercle, j'ai entendu ça. Pour garder un homme, il faut faire ça. Ouais. Ou non, mais tu sais, les hommes sont comme ça, donc il faut plutôt être comme ça. On m'a jamais peut-être dit ça comme ça, mais c'est tellement dans l'air et dans l'éducation qu'il y a ce truc où en fait, c'est ta responsabilité que la relation survive. Le gars me le dit littéralement que genre il serait trop mal si la relation casse. Et du coup, moi, j'avais juste pas les outils et la force psychologique en fait de me dire non, il y a rien de dramatique qui se passe, mais je veux plus être dans cette relation et j'ai tout à fait le droit de plus vouloir être dans cette relation. Donc, je vais le quitter. Ça va être un peu difficile, mais on va s'en sortir. Ouais. Zéro outil pour faire ça, en fait. Et du coup, je suis restée dans cette relation beaucoup trop longtemps. Ça répond à la question pourquoi tu pars pas. Là, c'est pas une relation violente, mais c'est déjà... Même moi, je me dis, mais c'est ridicule. Pourquoi je l'ai pas quitté au bout de 3 mois ? J'étais déjà un peu ensevelie mentalement pour pas quitter la relation. Parce que finalement, tu sentais que c'était ta responsabilité, puis que t'es une femme et qu'on t'a fait comprendre tout le temps que les sentiments des gens sont importants. Mais pas les miens. Et oui, pas les tiens. T'es là pour t'occuper des autres. Et encore une fois, mon achelet en parle, à quel point on s'aliène en fait en tant que femme. Ouais, vraiment. Et on s'occupe du mec. Et elle parle aussi du concept de empathy. Ça explique tellement de choses dans ma vie. Le fait d'avoir de l'empathie pour le mec. Ouais. Clairement, j'avais de la empathy, complètement aliénée et complètement genre, j'étais quand même assez consciente du fait que j'étais pas bien. Mais voilà, je suis restée dans la relation. Ça a duré 2 ans. C'est long pour un truc où après 3 mois, ça se serait terminé si tu t'étais écouté, puis si t'avais eu les outils, quoi. C'est chaud. Et puis en fait, si on part du coup de tout ce qu'il y avait genre de nocif dans ces relations, de développement de ces relations dans toute sa nocivité, moi, j'étais monstre objectivée. Je m'en suis rendu compte plus tard, quoi. Il arrêtait pas de me dire qu'il me trouvait belle. Et ça, là, je me marre, mais moi, je suis blonde en général. Je me teins les cheveux, hein, mais j'ai l'identité de blonde. Ouais. Et lui, il arrêtait pas de dire que il adorait les blondes, Et moi, en fait, au début de la relation, ou juste avant, en fait, qu'on se mette vraiment ensemble, j'ai décidé sur un coup de tête de me teindre les cheveux bruns, chose que je fais genre tous les 5 ans plus ou moins, parce que je m'en fous. Il arrêtait pas de me dire qu'il était trop triste que je m'étais teint les cheveux bruns. Et moi, c'est comme tu dis, des fois, genre, tu prends les choses tellement tu crois pas que c'est vrai. Ouais, tu passes au-dessus en mode, mais t'es con, quoi. Mais en fait, c'est répété. Et je me rappelle que je pense que j'allais éventuellement me refaire les cheveux blonds, mais je pense que je l'ai fait un peu sous pression aussi, tu vois. Oui, parce qu'à force d'entendre ton mec qui dit que vraiment c'était mieux avant. T'es là, mais j'allais de toute façon le faire, donc je vais le faire maintenant, mais pourquoi en fait quand ça se passe, tu crois pas que c'est grave parce que t'es là, non mais de toute façon je l'aurais fait, mais quand j'y pense, j'ai fait ça sous pression. Genre, je suis retournée au fitness. J'avais déjà fait du fitness avant avec ma meilleure pote, mais tout d'un coup, le gars, c'était un peu caché sous prétexte que je reprenne des habitudes sportives parce que c'est cool, mais en fait, le gars, il voulait que je sois sexy, c'était clairement ça. J'ai été très objectivée, non-stop des commentaires sur mon apparence, et en fait, ça, c'est couplé avec le fait que la personne que je suis n'est pas considérée. Moi j'avais ça parce que justement, je parlais de faire valoir avant, mais on n'est pas en train de nier il doit y avoir une attirance physique, mais c'est juste que souvent c'est disproportionné par rapport au physique de la femme et des efforts qu'on lui demande de faire. Et moi, je remarque vraiment à quel point c'était important pour lui que je sois sexy, que ses potes me trouvent sexy, qu'il y ait une espèce de majorité collective qui me trouve bien. Voilà, ça le boostait lui. Comme ton exemple, en fait, des cheveux blonds versus bruns où tu te dis c'est tellement con que tu passes au-dessus, puis qu'une fois tu réfléchis, t'es un peu là, mais en fait c'est pas du tout ok ça. Parce que moi j'avais eu ça où une fois j'avais mon short qui était par terre, puis il me le passe, puis il voit que c'était du 40. Et qui était en mode genre, quoi, tu fais du 40, mais t'es grosse en fait.
Tu vois, ce genre de remarques qui sont quand même, en Ouais. fait... Bah 10 ans après, toi t'y penses. 10 ans après, t'y penses, et 10 ans après, t'es en mode, en fait, c'était violent comme phrase. Et puis déjà, alors, on va même pas rentrer dans la thématique grossophobe que Ouais. c'est, hein, parce que c'est un... On en parlera certainement une autre fois. Non, puis c'est le fait que l'attirance physique n'a rien à voir avec les standards de beauté qu'on impose à ta meuf, en fait. Ouais, c'est ça. Tu peux être attiré par plein de gens, ça n'a Ouais. rien à voir avec le fait que nous, on nous demande d'une manière vraiment plastique, comme des poupées, d'être ci, d'être ça. Donc toi, Ouais. d'être taille 36, hein, pas 40, moi Ouais. d'être blonde et d'aller au fitness. Justement, caché dans du non, mais il faut garder les choses sexy, tout ça. Et une fois que t'en sors, t'es là, mais c'est pas normal. Et en fait, comme tu disais, genre, comme il fallait que tu sois la plus belle et qu'il y ait un consensus collectif, Virginie Despentes en parle aussi, que les mecs, en fait, le jeu se joue entre eux. Et les femmes, on est juste des pions de comparaison. Et pour que le mec puisse gagner, d'où le concept de la femme trophée, et on est des points de comparaison. Donc c'est impossible qu'au niveau santé mentale, nous, on aille bien dans ce schéma. Juste ça. En fait, genre, asseyons-nous et réfléchissons-en ensemble 5 minutes. Ça Comment- va mal. Comment on peut croire que les femmes vont bien s'en sortir dans ce genre de schéma, quoi? Ouais, et puis comment on peut croire que ces mecs pensent à notre santé mentale? Je suis Ouais. désolée. J'adore ton exemple sur les blondes, parce que moi, j'ai eu ça aussi avec plusieurs de mes ex. Ouais. Et que je suis un peu là, genre, mais achetez-vous une personnalité. Enfin, tu sais, un peu ce côté, moi j'aime les blondes, et t'es un peu là, mais... Oh, waouh! Trop original. Trop original, c'est pas toi et la société entière, merci. Ouais. Là, ce qui est, je trouve, moi, ultra délétère, c'est le fait que cette objectivation est accompagnée d'un je m'en foutisme total de qui tu es en tant que personne, en fait. Mhm. Que ce soit tes envies, ce qui te plaît, ce qui te fait rire, tes ambitions, enfin... Moi, en tout cas, c'est ce que je vivais. À la suite, tellement d'événements, encore une fois, genre 10 ans après, j'y pense encore. Quand je prenais de manière isolée, ça avait l'air anodin, puis c'est pas grave. Mais en fait, à la longue, tu te rends compte que le gars, on a un peu rien à foutre de qui tu es, en fait, en tant que personne. Mhm. T'existes, donc tu fais chier, en fait. Et là, je vais juste faire un peu des listes de trucs, comme par exemple... moi, je voulais aller au cinéma, il y avait un film qui était sorti, et je disais, je veux bien aller voir ce film. Et le gars, il me dit, oh putain, ça a l'air trop nul. Hein. Genre, Ouais. mais automatiquement, c'est ça qui est dit, tu vois. Ouais. Moi, j'avais commencé mes études en archi, et le gars, il disait tout de suite, oui, mais bon, quoi, au mieux dans ta vie, tu vas faire un projet important. Genre, tout de suite, cracher Ouais. sur mes ambitions. Ultra tu vois. dénigrant. Moi, je suis une ultra fan fanatique de Harry Potter. Et à l'époque, il y avait les films qui sortaient encore. Et moi, j'étais méga critique des films. Lui, il avait ni vu les films, ni lu les livres. Et il me contredisait sur tout ce que je disais sur Harry Potter. Il était là, non, mais Ouais. c'est toi qui as tort. C'est très bien comment il est le film. On s'entend. On s'en fout quand tu prends ça de manière isolée. Bien sûr. Moi, je suis trop fan de Harry Potter. J'étais Oui. honestly genre vénère pour le film 5, je me rappelle. Mhm. Et le gars n'a ni vu le film ni lu le livre et il dénigre ce que je dis en fait. Ouais. Ou alors quand j'allais mal, c'était une période difficile en plus pour moi à l'époque. Ouais. Je venais de commencer mes études, j'avais changé de ville, enfin j'étais vraiment pas bien. C'était tout de suite, mais va voir un psy, non? En mode, je suis là, genre thanks, je savais pas que je peux payer un professionnel pour m'aider, mais t'es aussi censé me soutenir, non? Enfin. Ouais, dans le sens, il faisait pas d'effort, aucun. Il était Non, pas non, du c'était tout... pas genre on a discuté des heures et écoute, je pense ça te ferait du bien d'aller voir un psy. C'était Ouais. tout de suite va voir un psy. Ouais, genre, me parle pas de tes problèmes. Ouais, tu existes donc tu fais chier. Donc en fait, tu vas mal, t'as pas de soutien, tes goûts, tes couleurs sont dénigrés, tes ambitions sont dénigrées, Mhm. ton physique est mis en avant, tu deviens quoi comme personne? Enfin, Puis il me semble que t'avais parlé aussi un peu de ce côté où tu te faisais aussi facilement ghoster un peu. j'étais ultra ghostée, ouais. Voilà, moi j'allais vraiment mal. En fait, on avait déménagé à Lausanne pour les études, sauf que lui, il faisait une année sabbatique. Ouais. Donc en fait, je sais plus trop ce qu'il faisait de ses journées, mais franchement, il était par là, quoi. Mhm. Et moi, j'avais commencé mes études qui étaient très intenses. Tout d'un coup, tu sais, tu passes d'un gymnase où t'as des potes et c'est cool à dans un auditoire où tout le monde s'en fout de ta gueule, en fait. Vraiment une période très difficile pour moi. Je pense que j'ai fait une dépression. J'avais même des périodes où vraiment j'avais pas envie de me lever le matin. Et Ouais. je me rappelle que le gars était juste pas dispo. Le nombre de fois que je l'appelais au téléphone et il me répondait pas. Mhm. Et il me rappelait pas, en fait. Vraiment, j'étais ghostée dans ma propre relation. Et quand j'en parlais du fait qu'il n'était pas dispo pour moi, et ça, c'est la partie gaslighting de ouf, c'est que en fait, il me répondait comme si moi, j'étais trop needy, en fait. Ouais. Beaucoup trop attachée de manière pas sain. Et c'est comme si, en fait, je me rappelle maintenant qu'il avait comme décidé qu'on allait se voir, genre dimanche soir et mercredi soir. Et c'était assez. Il avait décidé, lui. Ouais. Et le reste du temps, fous-moi la paix, en fait.
Et toi, tu commences à te sentir vraiment rejeté dans ta propre relation, que quand tu vas mal, tu fais chier. Et tu te sens en plus comme si t'es trop needy, alors que déjà, moi, tous les week-ends, j'étais même pas à Lausanne. Je faisais des études genre ultra intenses, donc en fait, déjà, j'étais pas trop dispo de base, tu vois ce que je veux dire. On me traite de needy, alors que je veux juste du soutien et voir le mec avec qui je sors parce que je vais mal. Je sais même pas ce que je me disais à l'époque, parce que j'étais quand même un peu consciente du fait que c'était abusé, et je lui en parlais. Il y avait un côté, ok, je suis désolée, j'aurais dû te répondre, tu vois, les excuses. Mais en fait, le schéma se répète, tu vois. Et ça, c'était dur, quoi, d'être ghosté dans sa propre relation, et qu'on te traite de choses que tu n'aimes même pas. Parce qu'il y a toujours ce mythe dans les relations hétérosexuelles que les femmes sont trop needy et les hommes sont détachés. Je trouve que c'est particulièrement violent aussi dans ce genre de contexte, parce que oui, on comprend un peu ce concept de se faire ghoster par un peu ton plan cul d'une fois. Ou par la personne avec qui tu flirtes un moment. Je dirais pas que c'est ok de faire ça, mais ça arrive. Mais au sein de ta propre relation, moi je trouve ça très très violent. C'est quelque chose qui m'a vraiment un peu frappée quand t'en as parlé, parce que je suis là, en fait, tu sais pas quand est-ce que tu vois l'autre, mais je veux dire, tu sais pas ce qu'il fait, t'as pas besoin de savoir ce qu'il fait tout le temps, encore une fois, mais juste être au courant, écrire un SMS, qu'on te réponde, juste sentir que la personne est là, en fait. Juste sentir qu'elle est là, qu'elle s'intéresse à toi, effectivement, ton bien-être, en fait, plus que t'es en mode, mais ça me fait penser un peu à une relation avec, je sais pas, un chat du quartier que t'as, quoi, que tu nourris, puis qui se débarque de temps en temps. Où t'es un peu là, t'es encore vivant. Et puis, encore, le chat te fait pas de mal, tu vois. C'est ça. Il est juste mignon. Il est juste mignon, puis il vient manger des croquettes, et puis il repart, et puis c'est cool. Tu vois, ce côté où t'es un peu genre imprévisible. Tout d'un coup, il est là, puis c'est chou. Et en fait, là, ce que je voulais te dire là-dessus aussi, c'est qu'il y a tellement des schémas pour les relations hétérosexuelles, et tellement genre les meufs sont comme ça, les mecs sont comme ça, que toi, on t'a tellement inculqué qu'il faut pas que tu sois needy, par exemple, ou il faut pas que tu sois jalouse. Tout de suite, quand on te traite de needy, tu fais genre... il faut que je fasse gaffe. C'est un peu une alarme qui se met dans ta tête, en mode genre... Faut que je fasse gaffe. Faut quand même pas que je sois comme ça, parce que c'est nul pour les mecs, tu vois. Et alors qu'en fait, j'avais des besoins. Il y a une grosse diff. Il y a justement dans Réinventer l'amour, Mona Chollet, j'ai juste noté cette phrase parce que, ce petit paragraphe, parce qu'il m'avait vraiment il m'a beaucoup frappé et plu, où elle parle, elle dit si les femmes peuvent si souvent passer pour des créatures capricieuses et tyranniques aux demandes affectives exorbitantes, et les hommes pour des êtres solides, autonomes à la tête froide, c'est parce que les besoins émotionnels des seconds, contrairement à ceux des premiers, sont pris en charge, comblés de manière aussi zélée qu'invisible. Quand une femme est cataloguée comme trop exigeante, elle ne fait bien souvent que réclamer la réciprocité des attentions qu'elle prodigue. Je suis là, En fait, c'est juste ça. Les hommes ne prennent pas en compte le fait que leurs besoins sont souvent comblés par les femmes. Parce que c'est acquis, en fait. Parce que c'est complètement acquis. Et puis qu'ils sont pas du tout prêts. La société ne leur apprend pas que c'est leur devoir de réciprocité au sein du couple ou de la relation hétéro. Exactement. On parlait de se faire traiter de folle ou de sorcière. Enfin, c'est des trucs qui sont tellement... Tant que t'as pas conscientisé que c'est genre un schéma d'attaque patriarcale, tu te rends pas compte. Et puis en même temps, ça touche une corde sensible. T'as surtout pas envie d'être jalouse et chiante. C'est ça. Et capricieuse et frivole. Et... t'as envie d'être la fille cool et détachée. Toi, Coraline, t'as eu tes premiers 6 mois qui se passaient plutôt bien. Contrairement à ma relation qui s'est détériorée de manière constante, voilà. Toi, c'est vraiment, t'as eu 6 mois cool et il t'a quitté du jour au lendemain. T'as rien vu venir. Je crois que je me suis fait ghoster un peu 2 jours et puis après, genre le 3e, je crois qu'il m'a largué. En gros, il m'a un peu du jour au lendemain largué en mode, en fait, je pense trop à mon ex. Je vais retenter ma chance avec elle. Et encore une fois, malgré le fait que j'étais ultra blessée, j'étais en mode, ok, je comprends, tu vois. T'as pris en charge ses sentiments, ses problèmes émotionnels. J'ai validé ça, j'étais en mode d'accord, je comprends, c'est difficile, je l'ai vu venir. Et puis voilà, enfin moi j'essaie de vivre en fait mon drame amoureux personnel, surtout que c'est la première fois je crois que je me fais larguer. Puis voilà, quelqu'un avec qui j'adorais passer du temps et que j'aimais vraiment beaucoup. J'ai un peu l'impression que c'est un peu la différence de nos 2 couples là dont on parle. Toi t'étais un peu en mode il t'a eu à l'usure et puis finalement t'es resté, c'est que c'était pas si mal. Mais oui non bien sûr il y avait des côtés cool, c'est pour ça que tu restes. Enfin moi j'étais très amoureuse. Pour moi c'est moins clair, tu vois. Voilà, je me retrouve à vivre mon désespoir amoureux seul. Mais en fait, il m'a vraiment bien gardé sous le coude. Il appelait et je venais en courant, quoi. Et il en était très très conscient. Et il en a vraiment beaucoup profité. Donc en fait, soi-disant, il t'a quitté pour se remettre avec son ex, mais il t'a pas vraiment quitté. Non, il m'a pas du tout quitté en fait, il voulait juste le beurre à l'argent du beurre. Et moi j'ai exprimé plusieurs fois le fait en mode mais j'ai besoin de couper les ponts. Arrête de m'écrire, arrête de me proposer d'aller boire un verre. Tu fais que entretenir un truc, puis en même temps c'est génial parce que c'est toujours cool quand on passe du temps ensemble. Puis en même temps il se plaint un peu de sa meuf, tu vois, enfin genre t'es juste
Oh là là. Il me laissait pas l'option de passer à autre chose. Mais je suis un peu passée à autre chose une fois. Il m'a fait une énorme crise de jalousie. Après, on s'est remis ensemble. Toi, t'as vu un autre mec une fois ou Ouais, et il l'a su. Peut-être parce que je lui ai dit d'ailleurs. Mais du coup, il m'a fait une énorme crise de jalousie, puis on s'est remis ensemble, plus ou moins. Sauf que quelques jours après, ou le jour d'après, j'ai re-eu un autre truc. Et là, ça a dégénéré à mort. En gros, j'ai envie de dire pseudo-trompé. Enfin, Oui. je veux dire, en vrai, je savais que ce que je faisais, c'était mal. Parce que je savais qu'on s'était enfin remis ensemble, ce que j'attendais depuis plusieurs mois. Ouais. Et là, ça a vraiment aussi dérapé au niveau de notre relation, parce que j'ai vraiment, avec du recul, par rapport à cette relation, j'ai l'impression qu'à ce moment-là, lui, il s'est dit, putain, je l'ai piégé, quoi. Ouais. Enfin, genre, là, j'ai un angle d'attaque de ouf. Ouais. Et vraiment, il me l'a fait payer. En mode, tu m'as trompé, Ouais. tu es la fautive. T'as pas le droit d'avoir aucune revendication. Ouais. Enfin, vraiment, ce côté, genre, t'es plus personne. Parce qu'évidemment, j'avais envie d'être toujours avec lui, Ouais. et que ça marche, et qu'il me pardonne, mais lui, il l'a utilisé à mort. Tu crois que tu peux faire ce que tu veux? Non, c'est toi qui m'as trompé. Genre, à chaque occasion qu'il avait, en fait, Il te ressortait que tu l'avais trompé. Alors que, voilà, en fait, lui, il me trompait depuis quasi le début. En fait, toi, tu sais maintenant qu'il t'a Maintenant, trompé je le depuis sais, le mais je début. le savais pas à ce moment-là. C'est incroyable. C'est Le gars, il vraiment- te trompe depuis le début. Ouais. Et la seule fois où toi, tu le trompes, après qu'il t'a quitté du jour au lendemain, après qu'il t'a gardé sous le coude, de toute Ouais. façon, genre, c'était pas sain ce qui se passait. Mhm. Là, le gars, il utilise ça contre toi, quoi. Ouais, vraiment. Une ordure, je suis désolée. You said it. Non, mais- Ouais, vraiment. Parce que nous, on est trop cool. Limite, on comprend un peu. Ouais, on a ce côté chill à propos de ça, mais non, enfin, je veux dire, c'était... Ça va pas du tout. J'ai vraiment été en colère très très longtemps, enfin... Ouais. Et j'étais plus personne, j'avais plus aucune revendication possible. J'avais fauté, j'ai commencé à lui mentir pour me Ouais. protéger. Avec qui je suis, qu'est-ce que je fais. J'ai vraiment eu quelques mois, ça n'a pas duré très longtemps après, mais c'était un peu une relation d'ado avec ses parents, quoi. T'évites le conflit, tu mens, et puis tu veux faire ta vie, quoi. Tu es infantilisé. Vraiment. Tu n'as pas des droits à part entière, il n'y a pas de respect réciproque. Ouais, tu es écrasé en fait. Et on J'ai utilise vraiment- un truc contre toi. Ton option, quand t'as envie de rester avec la personne, c'est justement de t'écraser et puis de le rendre heureux d'un certain côté et puis essayer de faire ce que tu veux de l'autre, mais sans qu'il en fasse partie, quoi. Et ce que je trouve vraiment impressionnant, je réalise à quel point tout était ma faute et à quel point il l'a jamais fait. Mais si il avait commencé à me taper, je l'aurais accepté. Je suis sûre et certaine que s'il avait commencé à être vraiment violent physiquement et encore plus verbalement, je l'aurais juste accepté. Parce que j'avais pas les outils, parce que je savais pas ce que ça voulait dire et parce qu'il me faisait culpabiliser tous les jours. Au niveau de ton entourage, je sais qu'il y avait des gens qui ne l'aimaient pas trop. Ouais, on parlait des 6 premiers mois où c'était super, mais je veux dire, j'avais déjà des potes qui étaient en mode je l'aime pas trop. Mais c'était pas très concret. Il y a aussi un autre truc super de, je sais pas, une belle grosse phrase typique de personnes qui étaient dans une relation violente. Du ouais, mais ils le connaissent pas comme moi je le connais. Ouais. Les gens peuvent pas comprendre. Surtout à ce moment-là où je dirais que voilà, il y a eu cette histoire de t'es trompé, on se remet ensemble et tu me le fais payer. Où des gens me disent mais Coraline, il est pas honnête avec toi. Ouais. Et je tape là, mais c'est pas vrai. Vous mentez en Vous fait. savez Et pas, vraiment, en fait. c'est là que tu remarques que toutes les petites graines qui ont été plantées avant, tout d'un coup, elles sont là, elles fleurissent. Parce que des gens me disent des trucs et je suis un peu là, mais en fait, les gens le connaissent pas comme moi je le connais. En fait, vous êtes jaloux. Ça, c'est une pente très très glissante. Bah oui, vous du êtes coup, jaloux de nous, parce que c'est Les ce gens qu'il dit. peuvent rien faire du coup. Leur parole n'a plus aucune valeur. C'est aussi un problème parce que tellement en tant que société et puis les meufs en général, on n'a pas d'outils pour gérer ce genre de situation que même tes potes qui t'aiment et qui veulent ton bien et qui voient, elles aiment pas la gueule du mec, Ouais. elles ont pas les outils pour te parler en fait. Non. Et ça c'est un problème aussi parce que récemment j'ai eu une très très bonne amie qui sortait d'une relation extrêmement toxique, elle est venue me voir, elle a passé des jours chez moi, mais je savais quoi lui dire parce que j'ai 33 ans Ouais. et que ça fait un moment que je fais un travail d'éveil féministe en fait. Et du Ouais. coup, il a même pas fallu qu'elle me raconte 1000 trucs, elle m'a raconté 2-3 trucs, j'étais là ouf. T'as compris, t'as Stop. direct vu les alertes, quoi. Exactement, parce qu'elle était encore genre, elle allait peut-être se remettre avec lui, enfin voilà, dans le cycle. Je sais pas à quel point je l'ai réellement aidée. Juste bêtement de dire, non mais la phrase, non mais moi je le connais, vous pas, c'est symptomatique en fait. Ouais, exactement. C'est un truc où dans ta tête, ça doit faire genre... Exactement. Alors que tes potes, elles avaient quelque chose d'intuitif, mais un peu se résumer à j'aime pas sa gueule, tu vois. Et justement, vu que on t'a déjà dit ça, puis que d'un autre côté, t'as ton ex qui critique ces personnes aussi, Ouais, oui, bah oui. et puis qui dit que les gens, bah voilà, le connaissent pas, ou ils comprennent pas notre relation, puis c'est ok. Tu vois, il y a vraiment un côté genre un peu nous, c'est secret, puis c'est notre truc. Pas grave Ouais. si les gens comprennent pas. Alors certes, je veux dire d'un point de vue, je suis encore d'accord avec ça, enfin c'est pas grave si certaines personnes comprennent pas tes kiffs, et puis Oui. vis ta vie, tu vois. Oui, non, Mais bien au sûr. sein d'une relation, c'est comme tu dis, symptomatique. Genre, si aucune personne autour de toi n'apprécie ton mec, c'est quand même qu'il y a un souci. Ouais. Enfin, je veux dire, il peut pas juste
être chiant, un invité chiant à avoir. Enfin, c'est aussi qu'il y a la façon dont t'es traité. En tout cas, moi, pour ma situation, j'étais pas prête à l'entendre. Du tout. Puis plusieurs fois, on me l'a dit, et j'étais en mode, mais en fait, les gens se liguent contre nous. Parce que vraiment, c'est un truc que j'ai senti à un moment, à me dire, mais putain, mais les gens comprennent pas, quoi. Et vraiment, alors, à me dire que c'est vraiment leur problème. Et puis du coup, comme en plus, t'as, voilà, déjà un peu des conflits qui ont été lancés à gauche, à droite, ben, tu te retranches vraiment vers un peu ta seule personne de référence qui te donne son avis à mort sur tout le monde et puis qui te confirme ce qui t'a déjà mis dans la tête. Genre un cercle vicieux lancé par une personne et puis que ça... Le résultat est exactement ce qui avait été prévu 6 mois avant, en fait. C'est dur parce que je sais pas ce qu'on aurait pu me dire, en fait, qui m'aurait fait prendre conscience de la gravité du truc. Après, peut-être quelqu'un comme toi qui aurait, comme là tu disais avec ton ami, à dire, en fait, si jamais, ça c'est des paroles typiques de personnes dans une relation abusive. On va avoir un truc et réalise que t'es pas la seule à dire des trucs comme ça. Parce que moi, mon amie, ce qui m'attristait quand elle est venue me voir, c'est que quand elle me racontait ce que son entourage lui disait, c'était aussi putain toxique. Ouais. Et c'est un problème sociétal, justement. Eux, ils nourrissaient un peu son fantasme à elle, ou bien. Sa mère qui lui dit pleure pas, c'est pas sexy. Ouais. C'est horrible. Tu vois où on en est. T'as pas le droit d'être triste, en fait. L'aliénation totale des sentiments de la femme, en fait. Ouais. Des copines qui lui disent non, mais tu sais, les hommes sont ci, sont ça. Faut pas que tu fasses des crises de jalousie pour ci, pour ça, alors qu'elle avait tout à fait raison de faire une crise de jalousie. Ouais. Crise de jalousie, où on l'appelle ce que vous voulez, hein. Enfin, Bien elle a tout sûr. à fait raison d'exprimer qu'elle était pas contente avec cette situation-là. Ouais. Mais on l'a traité comme une crise de jalousie et que c'était pas cool de faire c'est ça auprès d'un l'emmerdeuse. homme, quoi. Ces gens-là, ils sont pas éduqués pour ton bien, ils sont éduqués pour du empathy, pour avoir de l'empathie et prendre en charge les besoins émotionnels du mec, même si tu es la fille de cette dame, même si tu es la meilleure pote de cette dame, tu vois. Ouais. Et ça, c'est dur. Parce que moi, c'est pour ça aussi que j'avais pas les outils de le quitter, mon mec. Il y a tout de suite ce sentiment de que si je le quitte, je vais quand même devoir le justifier. Dire juste, en fait, c'est nul. À toutes ces meufs, s'il y en a qui nous écoutent là, tu veux juste pas, hein, c'est tout. Tu veux plus être dans cette relation. C'est comme le truc, non, c'est une phrase complète. C'est genre... En fait, ça joue plus. Puis même si t'arrives pas à l'expliquer, ben, il y a un truc en toi qui le veut plus. Quand on te demande pourquoi ça joue plus, il faut que tu distingues la diff entre l'ami qui s'intéresse réellement à toi et les personnes qui sont là genre, mais pourquoi ça joue plus, tu vois. De voir vraiment où sont les intérêts des gens, si c'est vraiment ton bien-être ou si, je sais pas, c'est de la contradiction ou bien... Ouais, voilà. Gossip. Je pense que vraiment, à ce moment-là, j'étais un peu dans une spirale assez négative, où d'un côté, j'ai mon mec qui me fait payer tout. D'un autre côté, toute ma famille, mes amis qui comprennent pas pourquoi on est de nouveau ensemble. Parce que j'avais quand même réalisé que ça jouait pas très bien, qu'il y avait eu des problèmes dans cette relation. Je suis quand même retournée avec. Je pense que malgré moi, je me suis sentie vraiment ultra seule. Personne comprenait, et personne n'avait les outils pour m'aider, et surtout pas moi. Ouais. Ça a vraiment été dur à gérer. Ça s'est terminé pour moi parce que ça faisait longtemps que j'avais prévu de partir en Angleterre après le gymnase, puis je suis partie 3 mois. On voulait rester ensemble. Il avait prévu de venir me voir après 1 mois et quelques. Et en gros, il est venu pour me larguer. Ouais. Il m'a avoué pour la première fois qu'il m'avait trompé avec une fille pendant que j'étais loin. Ouais. Parce qu'encore une fois, c'était ma faute, je suis partie. Mais quand même, ça lui a fait réaliser que peut-être qu'il avait besoin de temps pour être seul. Encore une fois, moi j'étais en mode ok, I get it. Parce que. Empathy. À vraiment à me dire voilà, ben ok, je comprends. Et puis blablabla. J'ai fini, je pense, mon mois et demi en Angleterre, un peu seule et triste. Et puis voilà, mais à vivre ma relation. Mais qui en fait a fait du bien. Et puis surtout, on était éloignés physiquement. Vraiment, on s'est quittés en bons termes. Genre à se dire, il m'a laissé de l'espace. Puis voilà, on se verra quand je reviens, puis on verra bien. Ouais. Mais c'était pas en mode du tout, on va se remettre ensemble. C'était juste en mode, ben voilà, on s'est quittés en bons termes. Et j'en étais très satisfaite, jusqu'à ce que je rentre en Suisse et qu'en fait je réalise qu'il sort avec une meuf. C'est ça. Qui m'a trompée. Et j'étais un peu là genre, mais il se fout de moi en fait. Peu de temps après, ou un peu en même temps, j'apprends une fois quasi l'entièreté de ses actes, du fait qu'il m'ait trompée, les moments où ça s'est passé, les personnes avec qui ça s'est passé, et puis je tiens à dire que c'est quand même une petite performance de réussir à tromper sa meuf dans une soirée où on est les deux. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez fortiche. Ouais. Et puis, surtout que c'était un truc où, quand il m'a dit ça, je savais qu'il mentait pas parce que c'était une soirée où j'ai trouvé trop bizarre que mon mec disparaisse un moment. Ouais. Et que vraiment, j'ai commencé à me dire, genre, putain, mais il est où? Il fait quoi? C'est trop bizarre. Et puis, à me mettre plein d'images dans la tête pour ensuite qu'il redébarque et puis me trouve une excuse un peu lame. Et puis que je suis en mode, ah, ouf. Genre, putain, je me suis fait trop des films. Enfin, je m'étais pas du tout fait des films. C'était la réalité, j'avais complètement raison. Mais ça paraît tellement absurde après, parce que t'es un peu là, il va pas. En plus, c'était dans un bar à Lausanne qui existe plus vraiment, mais qui était tout petit. C'est de la science-fiction d'imaginer ça, tu vois. Ouais. Genre, une soirée qu'on passe ensemble, t'arrives à aller faire je sais pas quoi avec ton ex aux toilettes, c'est quand
même une belle performance, quoi. Ouais. Voilà, quand cette personne m'en a parlé, j'étais sûre que c'était vrai. Puis là, ça a été vraiment le meilleur truc pour moi, où en fait, je me suis dit, en fait, ouais, c'est vraiment une ordure. Puis je vais couper les ponts et je vais lui dire que je veux plus le voir, qu'il doit me rendre mes affaires, que je lui rends ses affaires. Ouais. Et puis on se parle plus. Et là, il est encore revenu à la charge en mode, ouais, mais je te rappelle quand même que c'est toi qui m'as trompé. D'abord. Mais là, il savait pas. Je me souviens, j'avais juste fait un SMS en mode, ok, je veux plus te voir. Oui. Ne m'écris plus. Je t'amène tes affaires tel jour, à tel endroit. Ramène-les-moi. Puis là, il vient en mode genre, mais quoi, d'où tu me fais la gueule, un truc genre... Alors que c'est toi qui m'as trompé. Et t'es un peu là. Et là, je lui avais juste répondu genre, apparemment pas, non. Ouais, c'était le meilleur truc que j'ai pu faire. Je pense vraiment un peu un espèce d'instinct de survie de, on va couper les ponts puis on va arrêter cette histoire tout de suite. Ouais. Bah, tu fais le bilan plus tard. Ouais. Et t'es là, en fait, j'étais personne. Et c'est vraiment dur à accepter. Moi, j'étais vraiment dans ce côté très confiante. Pourquoi je me ferais des films? Pourquoi je m'inquiéterais alors que, voilà, il s'est engagé auprès de moi? Ben, ce genre d'histoire, ça a vraiment... ça secoue. Ça fait qu'après, t'es plus sûr de toi du tout. En fait, c'est assez marrant parce que autant nos relations sont différentes dans les faits, Ouais. autant je tire la même conclusion. Ouais. Autant je suis là comme toi, en fait, je me rends compte, j'étais personne. Et s'il y avait des qualificatifs posés sur moi, c'était rien à voir avec qui j'étais, mais c'est ce que ça représentait. Genre, j'étais belle à ses yeux. Puis bien sûr, il fallait que j'ai aussi un certain statut, je faisais des études supérieures, 2-3 trucs comme ça. Mais qui j'étais moi, en tant que personne, ma subjectivité, ce que j'aime pas, tout ça, bah ça ne valait rien. Et ça a un impact assez lourd sur la santé mentale, surtout en tant que femme, où déjà on te martèle ça à gauche, droite, devant, derrière, et de la relation ne fait que le confirmer, en fait. Ouais. Ce que tu aimes, ce que tu veux, comment tu te sens, comment tu vas, en fait. Même comment tu vas, on s'en fout. Et en fait, si je raconte un peu aussi comment ça s'est terminé, moi j'en pouvais plus. J'étais vraiment au stade où j'étais personne dans cette relation, rien n'allait, j'étais malheureuse, et je trouvais que ce mec, c'était pas un bon mec. Et en fait, à chaque fois qu'on avait un problème, du coup, ce que je faisais, c'est que j'arrêtais pas d'en parler, parce que je voulais arriver à ce stade où les deux, on se met d'accord que cette relation doit prendre fin. Ouais. Et c'est un peu ce que j'ai réussi, en fait. Tu voulais pas prendre la responsabilité de toi quitter. Non. Enfin, il t'a mis toute cette responsabilité de sa santé mentale sur toi, quoi. Exactement. Moi, je pouvais pas juste dire, en fait, j'arrivais pas, en tout cas, à dire, je ne veux plus être dans cette relation. Ouais. Du coup, j'arrêtais pas de... À chaque fois qu'on avait un problème, je martelais le truc. Ouais. Pour que lui aussi finisse par dire, ok, ça va pas, en fait. Et en fait, ça, c'est assez marrant, mais c'est ultra triste. Lui, si j'avais fermé ma gueule, il serait bien sûr resté dans la relation. Je faisais tellement de big deal de tout ce qui allait pas que du coup, ça allait pas pour lui non plus. Oui, c'est ça, en fait. T'étais une inconvénience aussi. Bah oui. Ouais, t'es plus ta meuf cool, chill, en fait. T'es juste... T'es un problème maintenant pour moi. Voilà, t'es devenue un peu la folle emmerdante, quoi. Et du coup, on a décidé de se quitter. Et c'est un peu marrant parce que un peu le discours, c'était nos chemins se séparent parce que là, ça va pas en ce moment, mais peut-être dans 2 ans, on se remettra ensemble. Je savais pertinemment que je voulais plus me remettre avec ce mec. Ouais. Mais je voulais juste que ça se passe d'une manière où les deux, on était responsabilisés. Et comme ça, on se quitte. Ouais, genre qu'on en finisse, quoi. 10 ans après, j'y pense, cette relation a été délétère et nocive et toxique, mais d'une manière c'est assez chaud quand même, en fait. L'impact long terme que ça a sur nous, t'as pas à vivre ça, quoi. Pourquoi on vit ça, quoi, en fait? Toi, c'est quoi ton bilan? Quelles sont, entre guillemets, les cicatrices que ça t'a laissé un peu? À ce jour, mon mari, il ose plus me faire un compliment sur mon apparence, parce que c'est un trigger pour moi. Ouais. En fait, je me sens très facilement objectivée. Autant c'est bien d'avoir conscience du fait que ça doit pas être ta seule valeur, mais autant être triggered, c'est pas cool. Ouais. L'autre chose, c'est que dès que je me sens moindrement invisibilisée, ça me fait sortir de mes gonds. Parce que j'ai quitté cette relation toxique, mais on continue d'avoir des relations avec des hommes. Dès que mon bien-être est moindrement invisibilisé, ou ce que moi j'aime est moindrement invisibilisé, ou mes envies sont moindrement pas prises en compte, trigger total, en fait. Ouais. Je suis hyper vigilante, et ça, je sais que c'est un peu un signe de traumatisme, en fait. Je suis hyper vigilante sur l'objectivation et sur le fait qu'on considère pas qui je suis. Et qui je suis, c'est vraiment ma subjectivité. Je ne veux plus avoir de compliments sur mon apparence. Je veux plus qu'on soit impressionné par mon diplôme. Je sais pas moi, des trucs comme ça, en fait. Ouais, des trucs un peu du paraître. Du paraître et juste de statut, ouais. Mais de la personne que je suis, tu vois. J'aime ce film, j'aime manger ça, j'aime... Enfin, voilà. On peut te complimenter sur le fait qu'on te trouve sympa. Voilà. Mais pas, effectivement, sur ton diplôme, ton statut social ou ton physique.
des trucs que je sais qui sont valorisés par le patriarcat, en fait. Ouais, exactement. Puis qu'aucune... une fois que tu réfléchis, ça n'a aucun sens. Tu peux pas aimer quelqu'un parce qu'il a un diplôme. Enfin, tu l'aimes parce que t'aimes passer du temps avec la personne. Ouais, vraiment. L'hypervigilance n'est pas drôle parce que maintenant je le vois partout, ce fait où on prend beaucoup trop en charge le bien-être et les émotions des hommes et on aliène les femmes. Et ça, je le vois trop partout. Pas juste dans mes relations amoureuses que j'ai eues depuis, en fait, mais aussi au sein d'une famille, dans tout schéma, dans tout système qui existe, en fait. Je le vois trop et ça me rend vraiment mal. Et ça a fait aussi que, tellement on m'avait martelé que j'étais needy, je suis tombée amoureuse d'un gars. Après ce gars, en fait, je suis vraiment tombée amoureuse d'un gars. C'était vraiment genre magique. Et j'ai trop fait longtemps la meuf détachée, qui s'en fout de le voir ou pas. J'étais pas capable de juste passer chill du temps avec lui, parce que j'avais trop peur de passer pour la needy, trop attachée, je sais pas quoi. C'est dommage. C'est fucking dommage. C'est clair, parce que t'as pas pu vivre en fait pleinement comme toi t'aurais voulu. Plutôt que voilà, d'avoir un truc honnête, à vivre ce que tu voulais, ben t'as compris que tu devais jouer un rôle et être quelqu'un d'autre. Il y avait un moule spécifique dans lequel il fallait rentrer, quoi. C'est intéressant de faire ces bilans après et de vraiment réfléchir à tous les trucs qui t'ont marqué. Généralement, ça a beaucoup, en tout cas pour moi, eu des impacts sur les relations suivantes. En l'occurrence, la relation suivante. J'ai commencé, je sortais avec quelqu'un en me disant, bah parce qu'on a envie de passer du temps ensemble, et puis en tout cas qui m'apprécie pour ce que je suis. Et ça a vraiment été très très difficile au début de ma relation avec mon copain actuel. J'étais un peu... j'étais stressée en fait. Enfin, j'avais vraiment perdu confiance en moi, puis en les relations. Parce qu'avant, je me disais, tu vois, tout d'un coup, tu tripes un peu, puis je me disais, ah, mais je me faisais un film. Puis tu te dis, ouais, mais en même temps, la dernière fois que je me suis dit ça, je me faisais pas un film. Oh putain. Ça doit être tellement dur. Dans mes souvenirs, on avait un peu un accord tacite avec mon copain qui était de « je suis désolée, mais je vais avoir besoin d'être rassurée ». Non-stop, et c'est comme ça. Je suis désolée que ça soit toi qui paye les pots cassés de ma relation précédente, mais en gros, j'ai besoin que tu fasses des efforts là-dessus. J'ai besoin que tu répondes à mes messages. J'ai besoin que tu sois compréhensif. C'est assez marrant parce que quand on a préparé l'épisode, j'y ai pas pensé, mais le truc « j'ai besoin que tu répondes à mes messages », c'est un truc que j'ai mis en place assez rapidement avec mon mari. Même si je t'ai écrit une connerie, tu peux pas ne pas me répondre en fait. Même si c'est un gif. Même si je t'envoie réponds-moi un autre gif. Exactement. Là, je ne peux pas supporter que tu m'ignores. Mais c'est bien. D'un côté, oui, c'est relou, mais aussi on apprend aussi ce qu'on a envie et ce qu'on n'a pas envie et ce qu'on a besoin. Moi, j'étais là, voilà, je suis désolée, puis peut-être que je lirai tes messages, peut-être que je lirai tes SMS, tes messages sur Facebook. Mais il n'y a pas d'autre moyen, en fait. Mais en fait, moi, j'ai besoin de ça pour me rassurer. J'ai complètement perdu confiance en la personne avec qui je suis et puis en moi-même. Je sais pas, j'ai arrêté de faire ça un peu graduellement, en fait. Parce que j'étais en mode, ok, ça se passe bien en fait. Je peux te faire confiance. Une confiance qui a dû être construite pendant longtemps. Mais voilà, qui contrairement en fait à avant où je rentrais dans une relation, pour moi, automatiquement, la personne avait ma confiance. Parce que ça me semblait logique. Là, du coup, mon copain, entre guillemets, a dû la gagner. C'était pesant, c'était hyper pesant. Enfin, je me relançais dans un truc où j'allais nouveau potentiellement être, finir bousillée comme je l'avais été à la fin de ma relation précédente. Moi, ce que je trouve trop difficile dans tout ça, c'est que autant je peux te parler d'autres ex avec qui ça s'est mieux passé et avec qui, clairement, j'ai eu... Pas beaucoup de toxicité de ce type-là, en fait. Enfin, je te racontais que le mec que j'avais eu avant, c'était beaucoup plus sain et à ce jour, je peux lui faire confiance. Mais en fait, je pense que la réalité dure, c'est que le schéma de base de la relation hétérosexuelle ne s'intéresse pas au bien-être de la femme. C'est dur à encaisser. Je suis désolée. C'est comme tu disais avant, le bien-être émotionnel, la santé mentale des hommes est pris en charge par les femmes, et l'inverse, non. Vraiment. Et ça, on nous le dit pas parce que personne ne conscientise ça vraiment dans nos parents, notre entourage, tout ça. Mais en fait, si tu te lances les yeux fermés croyant que le soin va être réciproque, tu vas te faire avoir. Ouais, alors ça c'est sûr. Si tu te lances les yeux fermés croyant que vous partez sur un pied d'égalité et que même la société va vous juger pareil en cas de rupture ou tu vas te faire avoir. Ouais. Moi j'ai ma très bonne pote là dont la maman lui dit pleure pas, c'est pas sexy. Enfin c'est un autre truc aussi, moi j'ai remarqué dans mon entourage plusieurs femmes à qui ce genre de relations hyper toxiques sont arrivées, dont même certaines qui ont vraiment pris des coups. Sans réfléchir, j'en connais au moins 4 ou 5. C'est pas un hasard, quoi. On n'est pas le mauvais groupe. Je pense pas qu'on est l'échantillon. On n'est pas l'échantillon, voilà. Puis c'est des gens avec qui je suis proche, donc forcément je connais leurs histoires. À combien de femmes c'est arrivé? Et puis toi, Coraline, t'avais sorti un tableau qui s'appelle le violentomètre pour lutter contre les violences faites aux jeunes femmes. On parle de zone grise. Et puis en fait, on se rend pas compte où on est en train de tomber. Il me semble, c'est peut-être le site, le blog Mademoiselle qui l'a fait, mais je suis plus sûre. D'accord. Mais en tout cas, si vous tapez violentomètre sur Google, vous tombez dessus. Il y a un peu du rouge, jaune
orange, vert, ça parle de comportement. Puis savoir en fait où ça se trouve en gros sur le spectrum de la violence au sein du couple. Par exemple, en vert, c'est genre a confiance en toi et content quand tu te sens épanoui. Oui, enfin dans le sens oui, c'est plutôt des comportements positifs. Ouais. Mais après, on arrive vite dans le jaune, jaune-orange, où ça te fait aussi te remettre en question, quoi. Par exemple, te fait du chantage si tu refuses de faire quelque chose. Je sais pas, se moque de toi en public. Vraiment, est jaloux et possessif en permanence. Insiste pour que tu lui envoies des photos intimes. Et puis ça va jusqu'à te menace avec une arme. Voilà, ça c'est le rouge. Disons que c'est le truc qu'on sait tous, enfin genre t'es menacé physiquement, c'est qu'il y a un problème. Mais pour en arriver là, il y a plein d'autres petites étapes qui sont symptomatiques d'une relation toxique. Il y a des phrases où on pourrait avoir tendance à dire mais non, mais moi c'était pas ça, mais en fait finalement c'était peut-être un peu ça. Ouais. Par exemple dans Orange foncé, il y a contrôle tes sorties, habits, maquillage, et le fait est que nous deux on a eu beaucoup trop de remarques sur notre apparence. Moi je pense teint les cheveux un peu sous pression. Lui t'as fait un commentaire sur la taille de ton short. Donc peut-être il contrôlait pas comment tu t'habillais parce qu'on s'imagine que ça veut dire genre qu'il choisit mes habits pour moi. Mais en fait le fait est que moi j'ai métamorphé un peu genre mes cheveux et puis comment j'allais au fitness puis je faisais des trucs un peu sous pression, tu vois. Donc ça c'est dans Orange foncé par exemple. Et tu te rends compte que on peut vite être dans des trucs sans réaliser. Exactement. En live. Ou il y a aussi la phrase dans Orange clair ou jaune, rabaisse tes opinions et tes projets. Moi, c'est clairement, j'avais ça. Exactement. Pour revenir au bilan un peu de la relation, dans le violentomètre, il parle de photos intimes. Moi, j'avais envoyé justement des photos, des nudes à mon ex. Pendant longtemps, j'ai eu pire peur, en fait. Parce que j'étais là, mais lui, il a ses photos. Qu'est-ce qu'il peut faire avec ? Parce qu'en fait, tu réalises que tu lui faisais pas du tout confiance. Tu te dis genre, est-ce qu'il les a montrés à ses potes ? Genre, c'est pas revenu jusqu'à moi, dans le sens, ça n'a pas fini sur Internet. C'est flippant, en fait. Toi, tes tripes te disent quoi ? Il a montré à ses potes. Franchement, je sais pas, parce que d'un côté, il y avait tellement aussi de détails de notre vie intime qui étaient racontés, en fait, à gauche et à droite. Des conversations qui me sont revenues sur des trucs qui sont passés entre nous, et que je suis un peu là, mais pourquoi tu sais ça ? Et puis même avec du recul, je veux dire, l'humiliation que tu ressens est indescriptible. Parce que même si je suis en mode, genre, bien sûr, on va blâmer la femme pour sa sexualité, puis tu sais qu'il y a un côté humiliant, puis que la personne qui l'a dit à la personne qui te l'a dit, la personne qui te l'a dit, ce sentiment d'humiliation, je l'avais jamais ressenti comme ça. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Moi, ce que je t'ai raconté aussi par rapport à ça, c'est que ma pote dont j'ai parlé plusieurs fois, elle m'a raconté une instance où son mec, en live, a dévoilé des détails de leur vie sexuelle à son pote pendant que ma pote était là. Mais sans qu'il lui demande ça te va si j'en parle ou quoi. Moi, elle m'a raconté ça m'a fait un froid dans le dos, pas possible, et que même si je peux pas dire que j'ai vécu ça, encore une fois, je savais beaucoup trop le sentiment. Tu comprenais. Et en fait, je pense que je connais beaucoup trop ce sentiment de... t'es un espèce de point de comparaison entre mecs, en fait. T'es pas une personne à part entière. Je veux dire, le gars, il dévoile à son pote des détails intimes alors qu'il est là et il lui demande même pas. Et comme ton ex, du coup, il a pas fait devant toi, mais il s'est pas du tout gêné de raconter des trucs à d'autres potes, ça veut dire qu'il considère pas toi ou ton bien-être. Il se la pète, en fait. Vraiment. Et du coup, moi, j'étais là, je sais pas pourquoi, mais je comprends beaucoup trop ce que tu veux dire, en fait. Puis ça veut vraiment dire que cette information a circulé d'un point de vue où les gens savent très bien comment je suis perçue au travers de ces histoires. Le jugement qui est derrière. Et je suis un peu là, ça peut pas être dit d'une manière juste pour rire. En fait, on peut jamais dire que le but était autre. Que blesser. Que blesser, exactement. En fait, que rabaisser pour remonter le mec. Vraiment. Il n'y a pas d'autre schéma possible. Vraiment. Au-delà de ces photos dont j'ai à ce jour peur, évidemment, après avoir été comparée à son ex pendant autant de temps et puis utilisée comme faire-valoir, c'est sûr que niveau physique, j'ai commencé à vraiment douter de moi. Je sais pas si c'est vrai, mais j'ai un peu cette impression, quand tu corresponds au standard de beauté, que à l'adolescence, il y a un moment où tu découvres vraiment le pouvoir que ça a. Du coup, je sais pas, moi je me suis sentie hyper boostée une bonne partie de mon adolescence et post-adolescence. Et puis ça a cassé tout, en fait. Je dirais sans avoir des complexes, parce que j'ai jamais été très complexée finalement, mais il y a un peu ce côté où pendant longtemps je pensais à qu'est-ce que lui penserait s'il me voyait comme ça. Et que malgré le fait que je l'ai pas croisé pendant pire longtemps, cette idée reste là toujours, à se dire genre, est-ce qu'il penserait que je serais belle ?
Moi aussi, ça, c'est comme tu dis, ça, à un moment donné, tu découvres le pouvoir du truc. Moi, je pense vraiment que le travail a été fait par la société entière sur ma santé mentale, sur ça. Mais lui, il a donné un joli coup dans le mauvais sens, quoi. Ouais, il fait que d'enfoncer un peu le clou qui est déjà, sur lequel la société tape déjà depuis le début. Et c'est pour ça aussi que tu te fais avoir. Oui. Parce que tellement on t'a appris, on a déjà parlé dans l'épisode avec, sur la beauté, une noire, une albanaise et une blanche entrent dans un bar avec Nini. C'est que on t'a tellement martelé que toute ta valeur commence et se termine et se résume avec ton corps et ta beauté, en fait. Ouais. Que quand t'es avec quelqu'un et il valorise que ta beauté, ça fait même pas sonner une alarme, en fait, chez toi. Oui, parce que c'est normal, quasi. T'as déjà intégré que c'est ça ta valeur. Ouais. Et c'est après que tu te rends compte que, en fait, t'es malheureuse, hein, parce qu'on te demande de t'effacer en tant que personne. T'existes, donc tu fais chier, quoi. Ouais, vraiment. Donc je sais pas comment conclure l'épisode de manière positive. Moi, je pense que le chemin est extrêmement long. Ouais, le chemin est long, mais je pense que le plus on est éduqué à ces questions, le mieux ça sera, parce que ce qu'on a fait ressortir plusieurs fois dans cet épisode, c'est que toi et moi, on n'avait pas les outils pour gérer, en fait. Non. Et nos amis non plus. Et nos amis non plus, notre entourage non plus. Alors que si les gens comprenaient, avaient vu un peu... Enfin, puis que moi, si je savais, parce que oui, on a déjà entendu parler des violences conjugales. Oui, on sait. On utilise souvent le terme femme battue. Ouais. Mais j'étais pas une femme battue. Ouais. Et puis, généralement, quand t'es une femme battue, c'est déjà trop tard. C'est la tape ultime, c'est l'apogée du problème. En fait, sans réaliser que c'était une relation toxique, tu réalises pas tous ces problèmes. Parce qu'on t'en a jamais parlé, en fait. Et moi, je suis désolée, je suis convaincue, c'est peut-être dur à entendre, mais moi, je pense que le schéma de base est toxique. Oui. Donc certes, il y a des degrés, donc là on parle de nos relations les plus toxiques, mais le schéma de base est toxique pour la femme, en fait. Ouais. Après, moi je dirais aussi pour l'homme, mais ça c'est un autre sujet et c'est pas le podcast. Ouais, le rapport homme-femme est... Bah ouais. Peut-être on essaie de finir sur une note drôle, mais genre Hannah Gadsby, c'est toi qui me l'as fait découvrir, c'est une comédienne extrêmement drôle. Puis elle parlait des problèmes de santé mentale que Van Gogh avait eu, et elle dit, mais parce qu'elle crache sur Picasso, elle dit, mais je devrais me sentir mal pour Picasso parce que lui aussi il a eu des problèmes de santé mentale. Et moi j'étais là, ah bon, j'étais pas au courant en fait. Tu sais, pour Van Gogh on le sait quoi. Mais, ouais. Et il fait, mais ouais, en fait il était misogyne. Et tout le monde rigole. Ouais. Alors qu'il est hétérosexuel. Et j'étais là, bah ouais en fait. Tout est mal foutu. Ouais. Comment on peut avoir ces schémas comme ça de déséquilibre, de domination et prétendre qu'on s'aime? Ouais, c'est clair. Et puis en effet, t'as un problème quoi, d'être autant misogyne et vouloir coucher avec des femmes. Qu'est-ce oui, qui se passe dans ta tête? J'adore quand... Mais c'est elle, je crois, qui parle de ça. Non, c'est peut-être Valérie Solana. Bref, quelqu'un qui dit qu'en fait, les hommes devraient juste vivre ensemble. Oui. Enfin, genre, qui devraient accepter leur homosexualité refoulée. Ouais. Je crois que c'est Virginie Despentes qui dit ça. Ah, voilà. Soyez ensemble, quoi. Arrêtez de prétendre en avoir quelque chose à foutre de nous. Ouais, oui. Bref, l'humour cinglant des féministes. Moi, j'ai encore envie de dire un truc. Ouais. C'est que le schéma qu'on nous vend, pas que autour de toi, mais genre dans les films, une fois que on s'éduque un peu sur la relation toxique ou violente, mais plus jamais tu regardes un film ou une série de la même manière. Tellement d'histoires d'amour, mais nul ou horrible. Moi j'étais choquée quand j'ai regardé une fois Sex and the City où j'étais un peu là, mais qu'est-ce qu'on nous a vendu? On nous a romantisé. On nous a romantisé, genre le ghosting, le jeu de pouvoir, et genre c'est l'histoire, c'est la trame, toute la série, et c'est le big finish, c'est Carrie et Mr. Big. Je suis un peu là, mais c'est quoi cette merde? Oh, mais vraiment, et ça c'est un schéma qu'on nous vend, en mode ça pose de problème à personne. Non, c'est romantique. C'est romantique. Oh, ils se comprennent pas, oh, ils se courent après, oh, ils se trompent. Oh, mais l'angoisse. En plus d'être pas éduqués sur ces questions, on nous vend ça comme un schéma romantique. Ouais, exactement. C'est passionnel. Oui, les bras cassés et puis les yeux au beurre noir, non, c'est pas passionnel. L'humanité, on est une espèce de narration, des mythes fondateurs, le narratif est méga important, ce qu'on se raconte, c'est très important. Ouais. Donc en fait, c'est comme ça aussi que des schémas patriarcaux comme ça survivent, c'est qu'on nous le raconte d'une certaine manière, qu'on est censé aimer en fait. Donc on nous raconte que c'est romantique, on nous raconte que c'est ça qui est beau, on nous raconte qu'un homme dominant c'est sexy, on nous raconte qu'une femme soumise c'est sexy. C'est un coup de marketing quoi. Quand on nous vend ça comme ça, ben on l'accepte parce que c'est ça qui est censé être beau. Ouais. Mais en fait, c'est au détriment de ta santé mentale. Envoyez-nous des messages si vous avez des témoignages, des trucs similaires à nous raconter. Ça fait toujours un peu de bien. Moi, j'avoue que ça m'a fait beaucoup de bien quand j'ai commencé à en parler autour de moi, puis de voir que j'avais des amis, des connaissances qui avaient vécu un peu ce genre de trucs. Ouais. Je sais pas, ça te fait te sentir moins bête.
Oui, c'est ça. Vraiment, en Ouais, fait. vraiment. Alors oui, ça montre qu'effectivement, c'est un problème qui est plus grand que celui de mon couple, Oui. de moi en tant qu'individu et mon ex en tant qu'individu. C'est systémique. C'est systémique et du coup, t'arrêtes de culpabiliser en mode non, mais moi, par exemple, j'étais vraiment en mode mais j'avais qu'à le quitter. Et Ouais. une fois que j'ai commencé à avoir les outils pour lire la situation, j'étais là, mais j'avais pas les outils pour le quitter. Donc Ouais. j'ai commencé à en parler, du coup, et déconstruire le truc en fait. Ouais. C'est pas de dire rien n'est de ma faute ou quoi, mais juste d'appréhender la chose sans juste culpabiliser en fait. Ouais, c'est clair. Donc oui, envoyez-nous vos messages, vos témoignages. Yes. Ça nous intéresse. Oui, c'était le premier épisode de la 2e saison. Wouh des poissons sans bicyclette. Yes. Un podcast féministe indépendant basé à Lausanne. La musique a été faite par nous, les poissons sans bicyclette. Merci Bye bye. Coraline, c'était très Merci cool. Mirza. Ciao, bonne soirée. Ciao, à bientôt.